Corinne, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de la maîtrise d'usage et de ses déclinaisons possibles pour tous les entrepreneurs. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Alors, la maîtrise d'usage. Donc, la maîtrise d'usage, ça a pour origine, ça a été influencé par les modes d'organisation des modèles japonais dans les années 60, donc période du Lean, etc. Et surtout, ça a été un peu défini, ou en tout cas, ça a été un peu caractérisé par cette formule de Benjamin Coria. Benjamin Coria était un économiste français qui était spécialisé en économie industrielle, l'innovation et de propriété industrielle, et qui disait finalement la maîtrise d'usage, c'est penser à l'envers. Et donc, j'aime beaucoup cette expression. Et donc, en fait, finalement, en quoi ça consiste? Ça consiste à donner une place active et décisive aux usagers d'un bien immobilier au départ, en postulant que la pratique va générer un savoir. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'ils vont ils vont utiliser ce bien, ils vont l'intégrer dans leur quotidien, etc. Ils ont besoin d'avoir un certain nombre de certitudes et ils ont des attentes qui ne sont pas forcément toujours entendues, toujours exprimées. Et ils ont besoin de faire entendre un certain nombre de demandes, etc. C'est qu'en fait, le fait de se positionner en bout de chaîne ne justifie plus le fait d'être exclu d'un processus d'élaboration en amont de cet objet ou de ce service, de quelque nature que ce soit, bien au contraire. C'est que finalement, on n'est plus dans la logique qui est de dire on fait un objet, un bien immobilier, on construit quelque chose. Le maîtrisage à l'origine, c'est sur la construction, mais on construit quelque chose et on va jusqu'au bout du process. Et au bout du process, on interroge des gens en disant vous êtes content, vous n'êtes pas content. Oh bah, c'est super, vous êtes content alors que tout a été fait et plus rien ne peut être modifié. C'est que là, on va les intégrer dès le début du process. Donc, la maîtrise d'usage, c'est quoi? C'est finalement, il faut faire se rencontrer trois concepts, la désirabilité de quelque chose, la faisabilité et la viabilité pour parvenir évidemment à une conception, une solution idéale. Donc, dans la conception urbaine classique, on retrouve généralement le duo de choc maîtrise d'ouvrage, qui est le porteur du projet, et la maîtrise d'œuvre, qui est le concepteur et le fabricant. Et jusqu'à une période très récente, les dessinateurs du projet final, donc l'utilisateur final, l'habitant, le riverain, le commerçant, etc., étaient souvent oubliés dans la conception et dans la mise en œuvre des process pour simplement être sollicités pour donner leur avis une fois que le projet était terminé et qu'à priori on ne pouvait plus bouger grand-chose. Donc finalement, pourquoi vont-ils être sollicités? L'idée, c'est de leur donner une meilleure appropriation possible de leur lieu de vie par les personnes qui vont, donc les usagers. Deuxième élément, il faut orienter la conception des bâtiments et des espaces sur la qualité d'usage, donc vraiment l'usage au quotidien et ce dont ils vont avoir besoin. Il faut favoriser des relations pérennes entre les experts techniques et les utilisateurs dans le cadre dans les opérations liées au cadre de vie du bâti. Et les usagers qui sont consultés et écoutés deviennent des parties prenantes dans les projets liés au bâti ou autres, et ce, dès la conception des produits et des services. Et enfin, les solutions qui sont issues de ces consultations, elles doivent permettre de mieux valoriser le vivre ensemble dont on parle beaucoup, en répondant aux différents besoins et attentes des parties prenantes du projet et en déplaçant les éventuels conflits d'intérêts. Donc, je vais vous donner après quelques exemples. Donc, finalement, quels sont les moyens de travailler sur ces maîtrises d'usage? Donc là, on va retrouver un peu ma route qui est, enfin, plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'il faut essayer de faire bien. Donc, quelles sont les qualités, les attributs, la qualité minimale qui est à apporter dans l'offre, les prestations, les équipements, les relations entre les parties prenantes pour favoriser la appropriation du projet. Ensuite, il faut faire mieux. Donc, tous les éléments qu'elles aimeraient voir s'améliorer, les progrès, les évolutions dans leur environnement personnel ou professionnel, dans les projets sociaux, publics, etc., ou simplement en tant que consommateur. Et enfin, il faut faire autrement, c'est-à-dire mettre en évidence les innovations et les initiatives globales ou de détail qui fait qu'elles se sentiraient vraiment écoutées et que leurs attentes et leurs besoins seraient vraiment pris en compte. Donc là, on va revenir sur un peu mon sujet de prédilection qui est l'écoute. Donc finalement, comment on met en place ces écoutes? Il y a trois ou quatre grandes méthodologies.
les entretiens individuels, les focus group, l'intelligence collective, le design thinking, je ne sais pas les plus courantes et les plus répandues, il y en a évidemment plein d'autres. Donc, les entretiens individuels, ça suppose détecter le sens qu'un individu donne à ses comportements au stimuli auquel il est exposé. Donc, de façon individuelle, on lui parle tout seul et il va exprimer tout seul ce qu'il a. Il va exprimer tout seul, il va devoir s'exprimer et de dire en gros quel est le comportement individuel avec quel comportement il va réagir, comment il va réagir de façon individuelle. Et donc, on va essayer de comprendre sa perception d'une situation, donc les enjeux d'une situation donnée, donc les enjeux qu'elle implique, les objectifs qu'il poursuit, les facteurs d'influence, les relations, etc. Sachant que les entretiens individuels sont souvent utilisés quand il faut tester des produits techniques. Donc, on peut imaginer tester un logiciel, un smartphone, un produit où la personne est face à ce produit dans son quotidien. Et deuxième élément, c'est aussi utilisé quand c'est des sujets sensibles, donc des sujets sensibles ou sur lesquels les gens n'ont pas forcément envie de s'exprimer en public. Et donc, il faut aussi décomposer et reconstituer le processus et les histoires. Donc, il faut aller chercher les actions qu'il a menées dans le passé, comment il s'est forgé des opinions, comment les trajectoires qu'il a suivies, les moments clés qui a jalonné et tout ce qui a déterminé son parcours, etc. Deuxième grande technique, les focus group. Donc là, les focus group, c'est aussi assez classique, c'est explorer des terrains inconnus. Donc les focus group, ça regroupe entre 8 à 10 personnes, 10 étant le maximum pour pas que tout le monde puisse s'exprimer. Il faut identifier et approfondir la compréhension d'un problème spécifique et complexe et explorer pour savoir ce qui se passe, mais surtout savoir pourquoi les gens réagissent comme ça. Il faut fournir des éventails d'idées, d'expériences et de réactions personnelles, identifier les attentes, des besoins, des solutions adéquates d'une population face à un problème spécifique et qui permettent de trouver des pistes pour améliorer la qualité de l'offre. Et enfin, il faut identifier les axes de recherche pour mener, qu'on va éventuellement approfondir par une étude quanti derrière. Alors là, il faut être vigilant sur les focus group, c'est qu'il y a toujours des gens qui s'expriment très bien et d'autres qui s'expriment avec plus de difficultés. Donc, il faut laisser parler tout le monde. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse s'exprimer et tout le monde puisse réagir à tout ce qui a été dit. Ce qui veut dire qu'il faut que l'animateur soit vigilant à essayer de calmer les gens qui essaient de prendre le lead sur le groupe et soit vigilant à ce que tout le monde puisse s'exprimer de façon similaire et que l'avantage ne soit pas donné à un certain type d'opinion. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas qu'une personne donne le lead du groupe dès le début et dise « moi je pense aussi » et que du coup, parce qu'elle est très volontaire et très affirmative et très bien, très imposante, les gens se groupent derrière en disant « oui, moi je suis d'accord, moi je suis d'accord, moi je suis d'accord », alors qu'en fait, ils ne l'auraient pas forcément été, ils ne le sont pas forcément. Enfin, je pourrais parler de design thinking. Donc, le design thinking, c'est une méthodologie de travail qui est centrée sur l'humain et qui permet de transformer des idées et des projets en prototypes qu'on peut tester auprès d'utilisateurs. Donc là, on a les phases en bas. Je vous ai mis un petit schéma sur les phases, l'inspiration, l'imagination, l'implémentation, les différentes phases de design thinking. C'est animé sous forme d'atelier. Et donc, ça réunit généralement des équipes qui sont multidisciplinaires et qui vont construire ensemble des solutions à un challenge précis. Et l'idée, quel que soit le challenge, c'est toujours de livrer un produit, un prototype d'abord et ensuite un produit innovant, attrayant, qui est réalisable techniquement et viable commercialement parlant. Alors, je vais vous parler d'exemples sur ces différentes méthodes et vous allez voir que cette maîtrise d'usage, elle est déclinable dans plein de cas. Alors, le design thinking, je pense que vous avez dû en entendre parler. Ceux qui ont entendu parler, ils ont vu cet exemple qui était un bel exemple. Donc, en 2009, on a un monsieur qui s'appelle Doug Dix, qui était un designer d'imagerie médicale, et en particulier d'IRM, etc. Et donc, il a été récompensé parce que son travail a mérité plein de récompenses techniques, etc. Et un jour, il se rend chez un de ses clients, donc qui est un hôpital, et il voit une petite fille qui pleure dans la salle d'attente. Et il réalise qu'en fait, cette petite fille, elle est terrorisée à l'idée de rentrer dans un scanner. Et donc,
elle est terrorisée. Ses parents essaient de la consoler, mais ils lui disent en gros, faut que tu sois courageuse, on peut pas t'accompagner, etc. Et du coup, il se renseigne un peu et il se rend compte que les enfants ont tellement peur qu'il y a 80% des enfants qui doivent être anesthésiés pour passer un scanner ou une IRM. Et donc, il dit que ça va pas être possible, qu'il faut trouver une solution. Et donc, ils ont travaillé avec une équipe, avec des enfants, etc. Ils n'ont pas travaillé sur les machines, ils ont travaillé sur les expériences des enfants. Et ils se sont dit qu'il fallait qu'ils les mettent dans un contexte d'expérience de jeu. Et donc, ils ont habillé leur machine, donc en bateau pirate, en navette spatiale, en sous-marin, etc. Ils les ont insérés dans un univers de jeu et ils sont lancés dans des expériences où la famille et les enfants recevaient des livrets de coloriage, des livrets qui présentaient en fait l'examen médical qui allait être une expérience, une aventure à vivre avec le fait d'être déguisé, le personnage jouait le jeu était déguisé et tout. Et finalement, ces enfants se voyaient confier une mission. Et à l'issue de l'examen, ils étaient récompensés pour avoir rempli cette mission. Et donc, cette expérience est restée, les insignies est venue de là. Et en fait, ça a été très, très, très valorisé parce que du coup, on avait des enfants qui étaient joyeux à l'idée de se confronter à cette expérience, du personnel soignant qui était rassuré parce que du coup, ils n'avaient pas à gérer les angoisses des enfants et ils avaient des enfants beaucoup plus détendus et donc des comportements plus adaptés à ce type d'examen. Et des parents rassurés de voir que leurs enfants étaient pris en charge et que c'était pas des moments de stress et d'angoisse quand c'est toujours compliqué de voir son enfant pleurer au moment d'un examen médical. Deuxième exemple, je vais vous donner un exemple de, de, de maîtrise d'usage plus classique sur un bien immobilier. J'ai eu l'opportunité de travailler sur ce type de mission au moment du choix des rénovateurs, des entreprises qui allaient rénover la piscine de Marville. La piscine de Marville, c'est une piscine qui se trouve entre La Courneuve et Saint-Denis, donc dans la banlieue nord de Paris, et qui est une piscine qui existe depuis très longtemps et qui est amenée à devenir la future piscine olympique. Donc là, les travaux ont commencé, etc. Et donc, l'objet était de rénover cette piscine pour la transformer en piscine olympique, sachant que c'est une piscine qui est qui fait partie vraiment du patrimoine sportif de cette région nord de Paris. Alors, il y a des entraînements de clubs de sport, il y a des cours réguliers d'aquagym, etc., avec des familles, il y a des choses pour les enfants. C'est un équipement sportif qui est très implanté. Et donc, la volonté en fait des commanditaires au moment des examens de demi-finale, tous les commanditaires ont dit aux entreprises qui ont été sélectionnées pour la finale, c'est bien votre projet, vous avez axé votre démarche sur une démarche technique, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait de savoir comment on va pouvoir faire perdurer cet équipement avec toutes ces rénovations par la suite. C'est-à-dire que cette piscine, elle est ce qu'elle est, et elle va rester, une fois qu'elle sera transformée en piscine olympique, elle va rester sur le territoire, et il faut que les usagers trouvent leur compte, parce qu'ils vont être privés de piscine pendant un an à cause des travaux, et donc il faut qu'ils puissent récupérer une piscine où ils auront toujours envie d'aller, où ils vont retrouver leur marque. Et donc là, moi j'ai mené beaucoup d'entretiens, etc. Et j'ai travaillé avec l'architecte du projet. Et ce qui était intéressant, c'était des choses qui étaient des usages qui n'avaient pas forcément été mis en évidence jusqu'à présent. C'est quand on pense à piscine, on pense piscine, vestiaire, équipement sanitaire, bassin, température de l'eau, éventuellement créneaux réservés pour les associations sportives, etc. Point. Là, moi, j'ai rencontré des femmes et des mamans qui me disaient, moi, je vais à la piscine, mais je ne vais pas me mettre un maillot de bain. Parce qu'en fait, des problèmes de poids, des problèmes de religion, des problèmes de timidité, de pudeur, etc. Mais malgré tout, je vais pouvoir accompagner mes enfants parce que c'est un moment important. C'est un partage important d'aller à la piscine avec ses enfants. Je sens que c'est quelque chose d'important pour eux. Et donc, du coup, il fallait trouver, l'architecte avait parfaitement intégré, parfaitement bien vu le point qui pouvait poser problème. Et donc, avait imaginé des parcours qui permettaient, en fait, à ces mamans de pouvoir rentrer dans les bassins en restant habillées, alors pas habillées avec des moon boots, hein, mais en restant couvertes, et malgré tout pouvoir accompagner leurs enfants dans leur
dans leur expérience d'apprentissage de la nation ou quoi que ce soit. Après, il y avait des gens qui disaient, moi, c'est quelque chose de précieux de la piscine avec les enfants, mais c'est un coût. C'est que les entrées, etc., c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire tous les jours. Et donc, quand on le fait, on aimerait bien pouvoir le fêter. Mais on n'a pas les moyens d'aller au restaurant. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de nous proposer quelque chose qui soit quelque chose de fête, qui a un aspect un peu festif, mais qui ne soit pas sur les prix d'une restauration type restaurant, parce que ça, on ne pourra pas. Donc, il fallait imaginer des équipements qui puissent répondre un peu à tous les budgets, etc. Donc, ça, c'est un exemple de maîtrise d'usage, enfin, essayer de trouver les attentes un peu qui n'ont pas encore été exprimées, parce que simplement, on n'a parfois pas posé pas posé la question aux gens. Patrice disait tout à l'heure, c'est un peu aller au-devant des objections. Oui, c'est aller au-devant des objections, mais pas que. C'est aussi s'intéresser à ce que les gens mettent. Enfin, souvent, les gens ont beaucoup de choses à dire sur leurs usages, leurs attentes, mais ils ne le disent pas parce qu'on ne leur pose pas la question et parce qu'ils se sont eux-mêmes pas posé la question. C'est que si vous-même, vous réfléchissez à l'usage que vous faites d'un bien ou d'un produit ou de ce que vous aimeriez que ce produit fasse, vous allez imaginer parfois des usages qui sont parfois des choses toutes simples, mais que personne n'a mis en place parce que l'idée n'est pas arrivée jusque-là, quoi. Donc, voilà. Alors, je pourrais reprendre aussi l'exemple lors d'un dialogue avec Jean-Christophe, il me parlait de la catastrophe du Mont Saint-Odile et de l'ergonomie, qui est une problématique liée à l'ergonomie. Alors, les ergonomes travaillent éventuellement beaucoup sur ces problématiques de maîtrise d'usage, etc., parce qu'il s'agit de prévenir les accidents, prévenir les mauvais usages des biens, etc. La catastrophe du Mont Saint-Odile, en fait, il y a eu apparemment une confusion. Les Airbus qui ont été utilisés n'avaient pas été testés, et les pilotes et copilotes n'avaient pas pu tester les équipements avant de faire ce vol. Et donc, il y a eu dans un moment de confusion et de panique, il y a eu une confusion entre le levier de vitesse et le levier qui permettait de faire descendre l'avion, ce qui a provoqué la catastrophe. Donc là, effectivement, il y avait un problème peut-être d'ergonomie, peut-être enfin, j'ai l'impression que tu pourrais nous en dire plus, mais peut-être d'ergonomie ou de stress, enfin du stress lié à l'équipe navigante, et donc qui s'est mélangé un peu les pinceaux, mais l'ergonomie n'a sans doute pas été optimisée. Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'était des choses qui étaient compensées d'habitude par l'intelligence des pilotes, mais dans une situation inhabituelle, avec des facteurs aggravants, les pilotes qui étaient pas bien parce qu'il y en a un qui était en cours de divorce, l'autre qui attendait un enfant, et troisième qui venait d'apprendre qu'il était malade ou je ne sais quoi. Donc dans un contexte où en fait tout le monde a des choses qui occupent sa production mentale, que en plus il y a des circonstances extérieures, un, un système de guidage au sol qui est en panne, et que du coup on est recalé systématiquement, on est recalé petit à petit par la tour de contrôle au lieu d'avoir un calage automatique qui fait qu'on dérive, on n'est pas exactement au niveau de là où on devrait être, etc. Donc des choses qui d'habitude passent inaperçues quand un pilote confond l'interrupteur qui fait, oublie de mettre en place l'interrupteur qui fait que son instrument indique l'altitude de croisière au lieu d'indiquer la vitesse de descente, ou l'inverse. Et du coup, ça vient s'ajouter à tous ces autres éléments. Et ce n'est pas ce jour-ci compensé par le pilote ou les pilotes. Mais quand ce n'est pas le pilote ou les pilotes qui compensent, c'est le fait qu'on va avoir forcément un jour un pilote qui ne va pas compenser, qui va oublier, qui va pas être à la hauteur. Enfin, voilà, on se met dans des probabilités que les accidents arrivent parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder la façon dont les utilisateurs vont utiliser l'objet, et d'éviter tout ce qui est cause d'erreur, tout ce qui est cause d'accident, tout ce qui est cause de non-qualité, etc. Donc voilà, c'était un peu. Alors par exemple, si certains d'entre vous développent des outils, des logiciels, des serveurs ou quoi que ce soit, c'est toujours intéressant de mettre des individus devant un ordinateur et de leur dire
je vous donne comme mission d'atterrir, de chercher telle information, d'arriver sur telle page, etc. Et de leur faire tester la navigabilité des outils qu'on leur met entre les mains. Et parfois, on se rend compte qu'ils ont des méthodes très étonnantes pour parvenir à leur fin, et des fois des raccourcis qui n'ont pas forcément été prévus, qui n'ont pas forcément été imaginés dès le départ, et donc qui peuvent être mis en forme de façon un peu plus visible, parce que c'est une manière de fonctionner qui n'a pas forcément été prévue par la personne qui a programmé. Et donc, on a beaucoup de déclinaisons. Alors, ça va évidemment au-delà de la maîtrise d'usage, parce que maîtrise d'usage, c'est un terme qui au départ était consacré à l'immobilier, mais qui finalement peut s'adapter à beaucoup de choses. C'est comment vos clients, vos cibles, etc., peuvent avoir l'usage de ce que vous leur proposez, et comment vous pouvez optimiser cet usage en les questionnant ou en les interrogeant avant la finalisation des produits et des services, plutôt que simplement valider les choses à la fin du process. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Corinne. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a inspiré des réflexions sur ces produits qu'on ne développe pas en pensant toujours ou enfin, on pense à l'utilisateur, bien sûr, mais en pouvant se tromper sur ses usages? Est-ce que vous avez des exemples de ce qui vous aurait fait gagner du temps ou aurait fait gagner du temps à des entrepreneurs en faisant bien du premier coup, en- en analysant les usages du premier coup? Il y a un des cas de maîtrise d'usage qui est pensé par certains assez naturellement, et en fait, on ne s'en rend compte que quand ça rate. C'est la notion de comment on peut entretenir le truc qu'on a produit. Comment le client pourra entretenir, réparer tout ce qu'on veut, la façon de tourner. Et c'est Exactement. extrêmement puissant. Tu vois, les gens qui ont fait le boulot versus ceux qui ne l'ont pas fait. Je pense à Moulinex, l'histoire de robots dans leur dernier robot. C'est juste effarant ce que ça permet de faire d'un produit que d'habitude on est obligé de casser. Et j'imagine que derrière, que ce soit en termes de marge, de réparabilité, de réputation, littéralement, ça transforme les sujets. Et exactement sur la problématique que tu viens de dire, Patrice, moi j'ai été amenée à travailler aussi sur des compréhensions de modes d'emploi. Alors, on n'est pas sur les modes d'emploi traduits par Google Trad de modes d'emploi directement japonais ou chinois, hein. C'est pas simple, c'est des choses qui sont un peu plus complexes que ça, mais enfin un peu plus abouties que ça, plus exactement. Mais en fait, la compréhension de faire réfléchir les gens sur ce qu'ils comprennent quand ils lisent, sur l'usage idéal d'un produit et les choses qu'il faut faire et les choses qu'il ne faut pas faire. Et que ça soit clairement libellé en disant, en stipulant que, en gros, si vous faites telle chose, il y a tel risque et tel risque sur le fonctionnement de votre appareil et éventuellement tel danger qui pourrait apparaître. Et en gros, si vous comprenez pas, c'est clair, c'est pas clair, et est-ce qu'on peut le dire encore plus simplement, quoi.